Bon. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les glissements de terre. Donc, on va voir une petite classification, les méthodes d'analyse, les confortements, comment les justifier, et puis quelques études de cas. Alors, les sols se répartissent en trois familles. Les sols fins, argile, limon, marne. Les sols pulvérulents, sable, gravier. Et les sols rocheux. Alors, un sol n'est jamais l'un ou l'autre de ces catégories. C'est en général un mélange de tout ça. Et ce qui complique l'étude du comportement. Une roche fracturée peut donner lieu à des éboulements. Donc voilà la situation. Alors, les ouvrages qui sont concernés par les glissements de terre. Il y a trois familles. Il y a les déblais. Alors, les déblais routiers, ferroviaires, donc du tracé linéaire. Les déblais dans les exploitations, dans les carrières. Vous avez les remblais et vous avez les versants naturels. Alors, les déblais, vous pouvez avoir des glissements de ce type, donc en crête, en pied, ou là, plus profond que le pied, ils peuvent même venir soulever la chaussée en question. Le processus n'est pas toujours aussi simple qu'une seule surface. Vous avez des fois une série de petits glissements qui sont enveloppés par une surface générale qu'on étudie en général. Les remblais, vous avez des glissements talus, mais il faut savoir que les glissements dans les remblais sont très très rares. Pourquoi? Parce que le matériau est choisi, il est bien compacté, il est frottant. Dans un remblai, il n'y a pas de venue d'eau, c'est un sol qui a été apporté. Par contre, vous pouvez avoir des glissements dans les remblais provoqués par des agents extérieurs. Vous pouvez avoir un remblai qui est en bordure d'un oued ou d'un canal d'assainissement et il peut y avoir un sapement de la base par érosion entraînant un glissement du remblai. Vous pouvez avoir des glissements dans les remblais à cause du sol support, pas à cause du remblai. Si vous mettez un remblai sur un sol compressible, on peut avoir ce genre de rupture circulaire qui est un glissement, dû évidemment à la charge et à la proximité du talus de remblai, mais c'est un glissement qui concerne en premier lieu le sol support. Et puis vous avez les remblais surversants, qui sont très fréquents chez nous. À chaque fois qu'une route en coupe transversale, elle vient en versant, évidemment, il faut s'attendre à des glissements qui peuvent emporter une partie du remblai, ou là la totalité du remblai. Exemple, extension de capacité de l'IA. C'est une route sur versant qui ne doit pas faire au vent. Le remblai de l'édifice de Bouya, P489, remblai sur versant. Vous pouvez aussi avoir des glissements à profil mixte. Ils sont très fréquents à Merdzer. C'est des routes où il y a un os déblé ou un os la remblai.
L'autre moitié de l'emblée, c'est presque impossible de la réaliser selon les normes, c'est-à-dire que un compacteur est tard, ou tu pas la couche par couche. Très souvent, c'est un déversoir, on compacte les 2 derniers mètres là. Donc si le sol qui supporte la partie de l'emblée veut bien tenir, ça va. Si jamais il flanche, donc c'est la moitié de la chaussée qui. Les glissements, les profils mixtes, ils sont extrêmement fréquents chez nous. Quelques exemples. Ça, c'est une fouille pour le projet de la clinique Mahmoudi de Tizi Ouzou. Ils ont réalisé une fouille. On est dans des limons. 12 mètres de haut. Ils ont fait les terrassements au mois de mai, juin, en se disant on aura tout l'été pour travailler à aller en sécurité et réaliser les bâtiments qu'ils devaient faire. Manque de peau, les terrains à court terme, quand on les taille, évidemment, il y a une teneur en eau qui fait que même si c'est un limon sablonneux, il a une petite cohésion, il chute bien. Et cette cohésion-là, elle évolue, puisqu'il y a une évaporation qui se fait. Elle évolue et au bon moment, ça descend. Donc voilà un exemple de glissement, de débit. C'est la route سوق الحد شعبة العامل. Un déblai qui est resté stable pendant un bon bout de temps. Des retraits, comme les élargissements. Puis un hiver, c'est la limite du glissement. Donc on a le. C'est toujours la même route. On a un glissement de déblai qui a emporté, comme tu vois là, l'enrobé. Donc il a pratiquement soulevé l'accotement ou chouïa de la chaussée. Là on est la 11 à Mostagana. دخلت على مستغانم كي نجيو نتنس. Donc on a pratiquement à 10 km. Ils ont élargi la route là, même pas 10 km, 5 km. Entre l'embouchure et la ville de Mostar, c'est des sables dunaires. Donc, je connais un glissement de terrain au sens où on c'est très difficile. Sauf qu'un sable dunaire, il est soumis à l'érosion. Vous voyez ici un amas de sable provenant de l'érosion. À l'époque, la DTP s'était inquiétée sur la stabilité globale. En fin de compte, les talus réclament une protection du Parlement vis-à-vis de l'érosion éolienne. Évidemment pluviale aussi. Parce que la pluie peut. Donc, comme tu vois déjà, un talus qui avait à peine un an, même pas, donc alors déjà, il présentait les signes. Et donc, les érosions de talus font partie des soucis du concepteur qui a les talus de débit. هنا رانا في بجاية أدكار entre Adkar et Yakouren, type de route des blés remblés. Le remblai est mais qui est sur l'ancienne chaussée. Ils ont déblayé le glissement de la partie remblée et ils se sont payés un glissement en déblayant côté débit. Hato les gabions en catastrophe et puis regardez ce qui s'est passé. Un cercle de glissement tout juste au-dessus du premier lit de gabion. Il est complètement déstabilisé.
Donc il y a un joli cercle derrière. Renseignement pris à l'époque, le mur n'avait pas été étudié en stabilité, il fait 4 mètres de haut. Ils ont... Alors la géologie de Djaïa, elle est compliquée parce que on trouve des blocs gréseux noyés dans une matrice argileuse. Alors, selon que les blocs gréseux sont plus ou moins rares dans le massif, la loi de comportement du massif elle est dictée soit par les blocs eux-mêmes, soit par la matrice argileuse quand elle est surabondante. Aucun essai de labo ne peut vous donner, il peut vous essayer l'argile wahda, il peut vous dire le grès avec le chenille, mais il ne peut pas vous donner une idée sur le massif, quelle est la proportion de blocs dans la matrice argileuse pour prévoir le comportement mécanique quand il y a de l'eau. Donc c'est une géologie très difficile. Le pénétromètre dynamique évidemment est parce que il y a le premier bloc qui est donc la reconnaissance elle est difficile et souvent donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de glissements entre deux glissements c'est bon un glissement dans la zone Adka ou حتى البحر كابسيكلي la nationale. Ici on est dans la wilaya de Médéa, Chelalat al-Adawra pour être précis, c'est W94. Eh bien, c'est un remblai, apparemment qui n'a pas de souci, autre que le fait d'être sapé par un oued. Alors l'oued, je vous montre le tracé terre. Il est courbe, à concavité tournée vers l'aval, et donc en cas de crue, il vient éroder par la force centrifuge de l'écoulement. Il vient attaquer la base du remblai. Petit à petit, on a un glissement. Là, on est à l'évitement, sur l'évitement de Tablat. Donc, on est en plein évitement. L'évitement de Tablat, c'est une route qui a été construite en 1984. Le cric a eu les volets, les camions et tout, dans le centre de ville de Tablat, avec un autre ils et ils ont fait cette route-là. Et le matériau composant le remblai, c'est les schistes taillés même début. Il y a des grands déblais. Les schistes de Tablat, d'ailleurs, le bureau d'études qui avait fait ça, c'était un bureau d'études allemand, l'étude de l'évitement. Donc, ils ont fait des remblais assez hauts, le schiste. Il y a eu ce glissement. La cause, vous voyez là, une buse métallique. Donc, il y a un assainissement là. Traversant la buse. La buse, elle à mi-hauteur du remblai. Et elle déverse l'eau sur le parement du remblai, mais il n'y avait pas de protection de la descente d'eau. Ce qui fait que la buse, elle a érodé le remblai. Et que le remblai, elle en porte. Tout le remblai est un peu. Donc quand on vient, on regarde là, il y a un glissement spectaculaire. Mais ce qui est en cause, ce n'est pas le matériau du remblai, ni la qualité d'exécution du remblai. C'est le fait qu'il y ait une buse là. Alors quand il y a eu le problème quand il devait appeler un labo, là j'ai avec la sondeuse terre, alors qu'il suffisait de jeter un coup d'œil, mais faire toujours la buse, il n'y a ni sondage à faire, ni la cause est on vient la traiter, on refait la buse, le dérendal ou là, et on refait le remblai. On revient à Adka. Là, il y avait un remblai, sera une amorce de glissement, des gabions. Et c'est les gabions, ils ont surchargé la tête. Les gabions en à condition qu'ils soient bien fondus. Et étudiés en stabilité. C'est un mur.
c'est la route de Tifra, entre CDH et CW, route de montagne, déblais remblais, mais les déblais ils ne pouvaient pas en faire beaucoup parce que la montagne elle est pratiquement verticale ou alia. Donc faire des déblais là, c'est pas. Ils ont donc fait, il y a une partie en déblai là, c'est une ancienne piste, plus le reste en rond. Là c'était un glissement plan. Tout le remblai que vous voyez ici. Donc ici profil mixte. À Dakar RN12. Ils ont placé des petits murs de soutènement préfabriqués, jointifs, pour contenir le glissement, mais ça n'a pas tenu. C'est un secteur qui a donné beaucoup de soucis. Et les premiers dégâts ont eu lieu quand ils ont fait l'aménagement de la route à la 12 dans les années 89-90. Nous avons fait Chlala, comme idée. Vous voyez bien qu'il y a eu un glissement qui a été conforté par point. Regardez ce qui y est arrivé. Les causes de ce glissement, on aura le temps dans l'occasion d'y revenir. Cette photo, c'est juste pour vous montrer les zones d'éboulement. On a fait la RN1 حمدانية. شوفوا مليح un mont qui m'a هذايا. Quand vous ne voyez pas de végétation qui est là, alors qu'à côté il y en a, vous êtes en site instable. Un soir, il y a eu un éboulement, je ne sais pas combien de tonnes de blocs avec du touffement. Il a dévalé la pente. Heureusement qu'au moment où il y a des personnes, كملت طريقها طاحت في لافوا فيري اللي تحت كما بغيت تشوفها. Je ne reviendrai jamais assez sur l'histoire de résistance de cisaillement des sols. Donc ici, c'est des rappels de ce que je disais les séances passées. Qu'est-ce que c'est que la résistance au frottement? Vous avez une masse sur une table qui pèse N. Vous voulez la pousser pour la déplacer. Il vous faut un effort T qui est proportionnel à 1. F, le rapport constant avec l'effort T nécessaire pour déplacer le corps et l'effort de contact N qui est le poids du corps, F est le rapport constant, s'appelle le coefficient de frottement entre le corps et la table. Et bien vous avez la même chose dans un sol. Pour qu'un grain glisse sur un autre, la force pour faire glisser un grain par rapport à un autre est proportionnelle à la contrainte appliquée par le grain. Donc, c'est la même similitude. Ici, la force de contact, évidemment, c'est la contrainte effective. Parce qu'en présence d'eau, en présence de pression d'eau, elle a tendance à diminuer. Si vous doublez la charge, si vous doublez l'effort normal, il faudra doubler le cisaillement pour obtenir le déplacement. Puisqu'il y a proportionnalité. Même chose avec les sols. Maintenant, si la même expérience, elle se fait dans l'eau. On baigne dans l'eau, et puis on a un corps, et on veut le déplacer. La table, où je t'arrive?
تعرف l'effort de contact ما بينها وبين le corps هذا. Mais quand on est noyé dans l'eau, il y a une force qui vient alléger le corps هذا et qui n'applique plus que T', plutôt N', qui est N moins la poussée d'Archimède, c'est-à-dire le poids des jauges. Et là, il ne faudra plus qu'un effort moindre finalement que celui-là, puisque l'effort de contact entre les deux corps étant réduit, le cisaillement nécessaire est réduit. Il se passe exactement la même chose dans un sol noyé dans une main. Le cisaillement qu'il faut pour séparer les deux grains, il est proportionnel à la contrainte effective. Ou le fait de cisailler le grain par rapport à son voisin, l'eau ne va pas empêcher ce cisaillement, puisqu'elle ne résiste pas au cisaillement. D'où la distinction sol pulvérulent, sol fin. Pulvérulent, le drainage est instantané, c'est-à-dire que quand vous cisaillez, vous appliquez des charges. À partir du moment où vous avez un sol très perméable, l'eau a le loisir, elle se met en pression instantanément, mais c'est très grave. La liquéfaction des sables, la surpression de l'eau due à la réduction de l'indice des vides, elle est instantanée. Elle ne va pas durer des mois qui m'a fait la consolidation. C'est instantané, la contrainte effective s'annule instantanément, mais avec l'instantané, il suffit pour qu'une fondation d'art, là, s'il se comporte comme un fluide. Mais c'est instantané, contrairement à ce qui se passe dans les sols fins. Et les sols fins, le drainage est lent, puisque c'est la consolidation. Vous avez chargé, le main, il résiste, et il résiste tant qu'il n'a pas trouvé d'issue. Ou bien il y 6 mois, 1 an, 10 ans. Ça dépend de la perméabilité de l'argile. Ce qui fait que pendant 10 ans, vous avez un comportement qui est différent de ce qui va se passer 10 ans après, c'est-à-dire une fois que les pressions interstitielles sont réduites. Donc, elle est la distinction entre court terme et long terme. Comment va se comporter le sol à court terme, c'est-à-dire comment il va se comporter tant que les pressions interstitielles issues du chargement n'ont pas été dissipées. Les calculs de stabilité في الجليسيوم. Il y a des hypothèses encore une fois, simplificatrices. كيفاش؟ كنترول و لا كنترول غير ضروري. Alors, quelles sont les hypothèses émises pour étudier la stabilité d'un glisson? أول حاجة, le problème est considéré comme étant à 2 dimensions. Ça veut dire que vous faites une courbe de glissement, on généralise, tout le monde sait que c'est faux, mais ça simplifie les calculs. Les méthodes de calcul des glissements de terrain, à part les méthodes basées sur les éléments finis, sont basées sur le calcul à la rupture. Calcul à la rupture, au Chigolko. Vous avez un chargement, il répond à la question, c'est stable ou là ce n'est pas stable. Ce n'est pas une loi de comportement. Le calcul à la rupture, mais qu'est-ce qui va se passer 5 minutes avant l'effondrement, ou quelles sont les déformations qu'il va avoir au moment ou juste avant, les contraintes avant ou là.
vous avez taillé un talus de déblai, est-ce que c'est stable ou pas? Est-ce que c'est stable à court terme ou à long terme? C'est une affaire de mécanique des choses. Mais le calcul à la rupture n'est pas une loi de comportement. La troisième hypothèse, on considère que sur la surface de glissement, la surface c'est quoi? C'est la surface qui sépare la partie en mouvement de la partie qui reste en place. Disons de la partie stable. On suppose qu'on a la rupture simultanément partout. ماشي تبدا هنا ومن بعد elle se propage ومن بعد la surface راهي لاباس عليها hop ça glisse tout le long de la surface. Et enfin, on définit un coefficient de sécurité. Quel est le coefficient de sécurité? On sait que le glissement c'est un défaut de cisaillement. Ça glisse parce que le matériau n'a pas été capable de résister au cisaillement. En tout point de la surface, vous pouvez définir, par exemple, un point quelconque de la surface, je le fixe. Le point R. Je prends une facette dirigée le long de la surface de glissement, qui est potentielle ou la réelle. La facette R, elle a un taux max. Elle dépend des caractéristiques du sol en ce point. Le taux max, il dépend bien sûr de la contrainte effective sur la facette, sur la surface de glissement. Et F, le rapport entre le taux max mobilisable, le point R, divisé par le taux qui agit effectivement. Il se met le coefficient de sécurité dans le point R. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout point de la surface de glissement, en principe, on a un coefficient de sécurité qui est le rapport entre le taux max mobilisable sur le point R par rapport au taux mobilisé. Et bien, l'hypothèse numéro 4, c'est comme l'étude de glissement. Où je te dis l'hypothèse. Le F, taux max, il est le même sur toute la surface. Mais on ne peut pas faire autrement. Mais c'est dans le sens de la sécurité. Parce que si la rupture, ça aurait fait les autres sections résistent encore. Et c'est vrai, mais ça vient du fait, ça vient de l'hypothèse héréditaire, rupture simultanée, déclenchée au Ferrari. Et donc, il y a un seul F pour une surface donnée. Toute l'étude de stabilité des pentes, ou des consiste à calculer le F. Avec un projet de déblai, prenez un cercle, vous calculez son F. Si F est supérieur à 1, ben, ça veut dire que le taux max est supérieur à taux en tout point de la surface, ben, ça veut dire qu'il y a stabilité. S'il est inférieur ou égal à 1, c'est l'instabilité. هذا هو الكالكول على الرجل. Alors, les méthodes de calcul. Historiquement, le calcul de F consiste à diviser le massif en mouvement en tranches verticales d'épaisseur. On prend la même épaisseur pour faciliter les calculs, mais ce n'est pas une obligation. C'est une méthode valable pour des surfaces circulaires. Alors l'idée de dire que la surface de glissement est circulaire, elle est logique. Si elle n'était pas circulaire, c'est difficile d'avoir le mouvement solide dans la masse qui glisse par rapport à la masse. Et donc,
Et même si elle n'est pas circulaire, si elle est chahutée, les bosses qui seront cisaillés, ils seront emportés. Et les trous seront remplis par la matière qui glisse, et si bien que finalement, le mouvement est plat. Ou bien plat. Voilà. Le plan étant un cercle de rayon infini. Donc voilà un peu la situation. Ça n'empêche pas qu'il y ait des méthodes de calcul des surfaces de glissement non circulaires. Convexes à la couleur, mais non circulaires. On divise donc par tranche la masse, mais bien on écrit l'équilibre de chaque tranche. Comme une tranche, on est numérote de 1 à, ça dépend combien il y a la tranche, et puis on écrit l'équilibre. Alors, l'équilibre, où on a comme force, c'est une tranche. On a déjà le poids de la tranche, WI. Ça se calcule comment? En prenant la surface de la tranche, multiplié parce qu'on prend 1 mètre d'épaisseur, puisque le problème est bidimensionnel, multiplié par 1. Donc surface de la tranche, multiplié par gamma. Mais attention, il y a une nappe ou un écoulement, avec un toit jaise. La partie immergée, le poids taha. Deux façons de raisonner. Soit vous raisonnez en contrainte totale, dans ces conditions-là. La tranche, qui m'a rahi, عندها le poids volumique تاعها gamma, مشمخة ولا ماشي مشمخة. ومن بعد à la base de la tranche, تدخلوا la pression interstitielle qui agit à la base de la tranche. Soit vous utilisez les poids déjaugés sur la partie immergée ou le poids non déjaugé sur la partie sèche, ou chez les Grecs, ils disent que la force d'épaule. Ou en contrainte effective. Les deux méthodes sont valables. Mais dans la pratique, dans les logiciels, il faut atteindre la pression interstitielle parce que ça les verra. Parce que si on connaît le champ d'écoulement, on a les pressions de la charge hydraulique. Donc, il nous faut donc connaître UI, qui est la pression interstitielle à la base de la tranche, qui est sommairement donnée avec la hauteur d'eau, le caïn. Ça va dans le sens de la sécurité, même s'il y a un écoulement. Le poids de la tranche. Donc ça c'est le poids de la tranche. Et il y a les forces intertranches. Parce que la tranche N-1, elle agit sur la tranche numéro 1, N, ou la tranche N plus 1 kiff. On peut résumer les efforts, et c'est même les efforts intertranches. L'action de la tranche N-1 sur la tranche N, elle se résume à une force horizontale et une force verticale, un cisaillement et une force non. Alors, à la base, on a une section dans la tranche qui est un morceau du cercle. Le morceau de cercle, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction sigma du sol. Et on a le cisaillement. Mais le cisaillement, c'est le cisaillement max divisé par le coefficient de sécurité. Le cisaillement max, qui fait le jabdo? Le jabdo, la loi de comportement du sol. En contrainte effective. Ça vous fait C' plus la contrainte effective, il y a sigma moins U, tangente fibrille. Le tout divisé par F. Donc, la force, elle est toute
ويدخل معاها لو سيغما اللي راكم تشوفوا فيه افيك او. دونك لا رياكسيون راهي هنايا تحت لا باز. تو البروبليم دي quand vous عندك بون ان طونش vous écrivez l'équilibre F راه الداخل يحوس parce qu'il intervient dans le cisaille. Le fait d'écrire l'équilibre تلقاو بلي يخصكم des équations supplémentaires, c'est des hypothèses. Elles concernent soit le sigma هذا soit les efforts entre les tranches. Sinon, on ne peut pas résoudre le problème. Le premier à avoir tenté de résoudre ce problème, c'est Fellenius. وعندها بزاف 1927. Fellenius واش يقول لك؟ أنا هذا لي زيفور انترتونش ما نعرفهمش، نحطهم زيرو. ما كاش منها. Regarde, vous prenez la dernière tranche هذه تالي. Vous مليح ها؟ السيركل طالع. Il n'y a pas de tranche بعدها. Donc tout ce qu'elle peut recevoir comme effort, c'est la tranche اللي موراها. شوفوا مليح. Le poids il est vertical. Comme le glissement a lieu dans ce sens. Le cisaillement لهنايا راه يضرب à l'arrière. D'accord? هذا السيزايمون اللي راه يضرب à l'arrière. إلا لا tranche هذه اللي موراها ما راهيش تطبع فيها. كيفاش حبيت يكون l'équilibre تاعها؟ Donc le fait de dire qu'il n'y a pas d'effort entre les tranches, ça marche l'âme. En tout cas pour un glissement circulaire. C'est une hypothèse aberrante. Mais elle a l'intérêt de faciliter le calcul. Il dit Bishop en 1954. Il dit 30 سنة من بعد. قال لك يا عيب كيفاه E égale TI égale 0. قال لك نحط انا برك تي ايكال زيرو ستادير دو سيزاين تي ما كانش مي لي زيفور اوريزونتو كومون هذا راه يطبع فيه في الاخر اي ريزول البروبليم il arrive يكتب l'équilibre il fait des sommations et tout vous pouvez trouver ça dans les manuels يخرج une formule و هذه بيشوب لا سيركلاسي دونك مازال للان سايره المفعول. Tous les logiciels, y compris les rangs de Cordoba, Bishop simplifie عيطونها la méthode de Bishop Smith سابوها اللي en place. كاينه هذه لا ميثود يعيطونها تاع لي بيرتورباسيون جبدوها دي شيرشور في ال سي بي سي في فرنسا. وسموها لا ميثود دي بيرتورباسيون. هذه لا ميثود دي بيرتورباسيون ما لتهاوش بلي زيفور انترتونش. خلاوهم كيما هما. راحوا برك داروا دي زيبوتيز في السيغما هذا. وحطوا باللي سيغما la réaction à la base de la tranche elle est fonction du poids de la tranche c'est pas idiot دخلوا ce qu'on appelle une perturbation 1974 c'est récent mais ça donne lieu à une programmation ما تقدرش تخدمها باليد هذه la méthode de perturbation elle donne lieu à une programmation parlant ندخلها c'est une option la méthode de perturbation les glissements circulaires, certes, parce que la méthode de perturbation n'exige pas que la surface soit circulaire. Tu peux pas une surface quelconque. Quand le glissement est circulaire, le coefficient de sécurité F, les perturbations, il est exactement le coefficient de Bishop. Il y a Bishop, mais il y a la fédération. Ou la méthode de perturbation, sur le plan mathématique, convergence, etc., il n'y a aucune objection. Donc, ils savent que les métfahmines ont Bishop filigrane circulaire. Et comme la plupart des glissements sont circulaires, les perturbations parce qu'elle est très compliquée, il faut la mettre en main. On Bishop, on peut le faire manuellement. Et c'est ce qu'on fait manuellement, avec Bishop. Donc, c'est Bishop qui utilise. Qu'est-ce qu'elle donne à des bijoux?
oui. نهبط كبر ونهبط. مش بدها هبط بدها تهبط. أها. باش نثبت؟ جو كليك ونهبط. Voilà un exemple. Voilà un toit de lama. Deux tranches. Du géométrie. Il y a 8 tranches. La formule de Félinus, شوفوا واش تعطيكم. نكبر وقيل. F égale, bon, première chose qu'il faut faire, c'est calculer somme, donc il faut faire un tableau. Pour chaque tranche, numéro de tranche, poids de la tranche, donc c'est la surface à multiplier par le poids volumique. Pression, alors كاين حاجة كاين هذا l'angle alpha هذايا راكم تشوفوا فيه اللي alpha I. Chaque tranche, à la base de chaque tranche, كما هنا la tranche numéro 4, on prend la tangente au cercle, au milieu de la tranche, لهنا تاخذوا la tangente. Et l'angle avec l'horizontale de la tangente, c'est alpha I. On en a besoin. Félinus, je vais avec F égale somme pour toutes les 8 tranches. Donc pour chaque tranche, vous avez 1 sur cosinus alpha I. Chaque tranche a l'angle d'inclinaison. Il faut faire attention, les tranches, 6, 7, le alpha devient négatif. Donc دخلوه بالسين تاعو. 1 sur cosinus alpha I pour une tranche I multiplié par. Alors, c'est la cohésion de la couche qui se trouve à la base de la tranche. Elle peut ne pas être la même pour toutes les tranches. C'est sa cohésion. B, c'est la largeur de tranche. W, c'est le poids de la tranche. Cosinus carré alpha I. Alpha I est en angle à la base de la tranche. Moins UI. U, c'est la pression interstitielle à la base de la tranche. En première approximation, vous prenez la hauteur d'eau à la base de la tranche. Moins UI fois B. Le tout tangente phi prime. Phi prime, c'est l'angle de frottement de la couche qui se trouve à la base de la tranche. Ça peut ne pas être le même angle de frottement partout. Si il y a plusieurs, maintenant, on a un multicouche. Chaque tranche, à sa base, va rencontrer une couche. Vous les paramètres de cisaillement de la couche en question. Vous sommez tout ça, vous faites la sommation pour toutes les tranches, divisé par somme des WI sinus alpha I. C'est les poids de chaque tranche fois le sinus de l'angle alpha هذايا وتجمعهم. يخرج لكم F. Ça c'est Félinus. Si vous faites un calcul à court terme, stabilité à court terme, là ما تخرجوش فيها اللي ما كانش واش تاخذوا les cohésions non drainées à la هنايا تاخذوا في السي بريم تاخذوا cohésion non drainée phi prime égale 0 et pas d'angle de frottement à court terme. Les essais UU mais il y a des angle de frottement. Il y a une cohésion non drainée ici pour chaque couche, elle est variable. دخلوها في place C prime et il n'y a plus de tangente phi prime هذا كاع يموت. يقعد لك غير somme des C prime I, enfin les cohésions non drainées ومن تحت يقعد la somme des poids. Donc là, le coefficient de sécurité à court terme, il calcule là en دخلوا les cohésions non drainées des couches. Maintenant, si vous faites des essais UU, vous avez des CU avec des angles. Donc les angles دخلوهم parce qu'en réalité ce n'est pas un véritable solfa. Mais ما تهضروش على la pression interstitielle, ما تعرفوهاش. Puisque c'est une loi de comportement à contrainte totale. يخرج لكم le coefficient de sécurité selon Félinus
à court terme. Vous voulez le coefficient de sécurité à long terme, ils aiment comme C', Φ' de chaque couche. Ça veut dire qu'il faut avoir fait des essais CD. Ou là, les avoir pifométriques. Qui m'a dit que faute de mieux. Bishop. Bishop, c'est plus compliqué. Je vous fais des erreurs à fond. Il y a le même dénominateur. Somme des. Mais ça fait le numérateur. ما كاينش الكوسينوس كاري هنا كاينه طونجون في بريم هذه كاينه هذا الان سور كوسينوس الفا يصبح ان سور كوسينوس الفا مضروب في فاكتور 1 بلس طونجون الفا اي طونجون في بريم اي ما عندنا حاجه ديفيزي بار اف دونك لا فورمول دو بيشوف est une formule implicite الاف كاين ا غوش اي ا دروت دو ليغاليتي دونك ماهوش راح يخرج لك هذو كاع سي دي دوني كونو يخرج اف يجري هذه في لينوس. Et là, donc, il faut un processus itératif. Ça veut dire qu'il faut commencer par un F. Dans la littérature spécialisée, il faut que le F est démarré par les itérations. خذوا من عند فيلينوس. كنا ناخذوه من راسنا خاطر كنا نجربوا به. Normalement, on le calcule فيلينوس وندخلوه. كيف ندخلوه هنا. يدخل هنا. On calcule tout ça. إلا عاودنا لقينا واش دخلنا هذاك هو اف ما لقيناش لو نوفو ريزولتا نعاودو ندخلوه جوست كاسك سا كونفيرج او بو دو 6 7 itérations. Alors j'ai réussi à faire ça مع نسيمة باكسل هي دخلت هذه الفورمول اكسل ونقولها دخلي اف هنايا 1 ولا 1.2 ولا 1.4 طاك 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 حتى يستابيليزا قالها واه كور تيرم ولا لون تيرم. هذا هو البيشوف. Il peut être programmé. Ou on programme les itérations. Jus barra. Hein? محمد لازم يديمونطريها قال لك بروغراماج. ديمونطري هو ديمونطري واجد. كول برك. Il faut le démontrer. On va le faire. Je ne peux pas le démontrer de tête. Ou la caméra d'or. Je ne pourrais pas le faire. Mais quand on نغلق على روحي وبان démontrer في غير يخرج. Bon, mais ça va prendre du temps. Mais qui connaît des documents, là on peut le faire tout à l'heure. C'est bien détaillé sans les sans tous les livres mécaniques des solides. Voilà, alors. Les remarques. Voilà, maintenant. بصح كاين وين تحوس على الساكن والجسم ورا. استنى مازال ما جيناش هنا. طلقوش. هذيك كومون étudier انجليش. دوك نجيو ليه. C'est une formule implicite en F, il ne faut pas l'oublier. يقولوا ثاني ça se démontre facilement باللي لو كان في بيشوب vous calculez par rapport à O le moment des forces motrices واش هما c'est des poids par rapport هذو عندهم des moments négatifs هذو positifs c'est يعيطوا له le moment de renversement. Ou le moment résistant, واش هي؟ تتجمعوا كاع لي سيزايمون اللي تلقاهم هنا. Et ben ils ont un فهم مليح، ils ont un bras de levier constant. مثلا عندكم un sol homogène à court terme يخدم غير بالسي يو. واش هو لو سيزايمون ماكس على à court terme واش هو؟ لو طون ماكس. سي يو. ما لا فورس ديال سي يو فوا هذه هو براد لوفي تجي ساهله في سي لي بروميير اكزرسيس كون دون في لي كور دو ميكانيك دي سول
à court terme, عندك غير un cellule. Donc on démontre que le coefficient de sécurité de Bishop s'obtient aussi en écrivant le rapport entre le moment de renversement, le cas circulaire, le moment résistant par les 6 éléments, divisé par le moment moteur B.